voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée pour deux raisons. D'abord à titre personnel, parce qu'ils m'ont fait l'honneur de me demander d'introduire cette journée de travail qui s'annonce extrêmement intéressante sur le plan scientifique. Et puis sur un plan un petit peu plus général, parce qu'ils ont choisi de faire une place à l'épistémologie et à l'histoire des sciences aujourd'hui, en donnant la parole à un épistémologue et à un historien en début de journée et à une épistémologue et historienne en fin de journée, puisque c'est ma collègue Florence Rollin-Cerceau qui conclura. Je crois que c'est tout à fait caractéristique de cette communauté qui va de l'astrophysique à la biologie et qui s'intéresse à cette question des origines de la vie, d'accueillir très bien les épistémologues et les historiens des sciences. Il y a d'autres cas de collaboration au cours de ces dernières années qui ont montré que le rapprochement entre les scientifiques et des spécialistes de sciences humaines portant sur les sciences pouvait être extrêmement fructueuse. Donc introduire la notion d'habitabilité, c'est pas si simple que ça, et je dois dire que ce mot m'a posé un certain nombre de problèmes. Et c'est l'intérêt de ce genre de challenge que d'introduire une notion comme celle-là, que de reprendre son corpus et de le regarder sous un autre angle pour justement essayer d'éclairer une notion qui est couramment utilisée aujourd'hui. Ce terme est dans toutes les têtes, dans tous les textes, dans de nombreux textes sur la vie dans l'univers aujourd'hui. Et donc je vais essayer d'approcher cette notion à la fois sous un angle historique et puis peut-être aussi un petit peu sous un angle épistémologique vers la fin de mon propos, afin de poser certaines remarques préliminaires qui seront éclairées, j'espère, et j'en suis sûr, par les exposés scientifiques de la journée. Alors, quand Vincent m'a demandé de traiter cette notion, je me suis souvenu que j'avais été marqué il y a un an environ par un article du Monde que l'on doit à Hervé Morin qui annonçait le lancement de Curiosity, et le terme habitabilité était présent dans cet article et pas n'importe comment. Il s'agit de la NASA, précise d'emblée que Curiosity n'aura pas pour but de trouver la vie sur Mars. Il ne pourra donc pas envoyer vers la Terre des images d'éventuels micro-organismes vivants ou fossiles, mais il devra tenter de déterminer si cette planète a pu un jour réunir les conditions favorables à son apparition, le mot-clé, habitabilité. Donc j'avais été frappé par cette formule. Là, le journaliste scientifique, qui est un journaliste quand même extrêmement aguerri sur ce type de questions, éprouvait le besoin de pointer ce mot pour le grand public, et ça m'a semblé intéressant. Puis il continuait, toute la difficulté réside dans le fait que les conditions favorables à l'émergence de la vie sont aussi celles qui sont les plus défavorables à la conservation de ses traces. La rareté des fossiles sur la Terre en est une illustration. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept d'habitabilité ? Je risque le mot concept, c'est-à-dire que je vais un petit peu plus loin, volontairement j'utilise un terme un peu plus fort que celui de notion, c'est-à-dire que je fais le pari qu'il y a un outil intellectuel, c'est-à-dire un concept d'habitabilité utilisable dans un certain champ donné de la réflexion scientifique. D'abord, on peut peut-être s'intéresser à l'histoire du mot. Ça semble être un mot très simple. Bon, son sens, lorsque l'on se tourne vers les dictionnaires, est donné de cette façon-là, qualité de ce qui est habitable, nous voilà bien avancés. Et donc, on peut se pencher d'un petit peu plus près sur des questions d'étymologie, sur l'essence des mots de la même famille. Rassurez-vous, je ne vais pas vous détailler cette diapo, mais simplement vous rappeler ce qui est évident, c'est-à-dire que le mot habitabilité est relié à habitable, habitat, habiter. Des mots extrêmement anciens dans la langue française. Donc habiter, rester, ça date du XIe siècle, rester quelque part, vivre dans un milieu, spécialement occuper une demeure, le sujet désignant une personne, un animal. On passe à habitat. Cette fois, habitat, c'est un terme qui émerge au XIXe siècle et on trouve des significations scientifiques au commencement de ce mot. Le lieu occupé par une plante à l'état naturel, puis le milieu géographique favorable à la vie d'une espèce végétale ou animale. Ça, c'est en 1861. Habitable, qui est un mot
ancien, très ancien, puisqu'il date du XIIe siècle, enfin d'une racine utilisée au XIIe siècle, signifie « où l'on peut habiter ». Et à partir de ce terme « habitable », a donc dérivé le mot « habitabilité », qui émerge, lui, au XIXe siècle, début du XIXe siècle, qualité de ce qui est habitable. On retrouve donc la définition qui nous intéressait tout à l'heure, avec, évidemment, une nouvelle signification qu'on laissera de côté aujourd'hui, qui émerge, elle, au XXe siècle, qualité de ce qui offre plus ou moins de place pour des personnes, habitabilité d'une voiture, d'un ascenseur, j'ajouterai d'un engin spatial, ce qui nous ramène à notre sujet. Bon, en anglais, en fait, dans la mesure où ce sont des racines latines qui œuvrent dans la genèse de ce mot, eh bien, on trouve des définitions équivalentes dans les exceptions contemporaines. Alors, maintenant, je voudrais aborder ce concept d'habitabilité, disons, autour de 3 périodes sur lesquelles je vais me focaliser et qui peuvent en fait se recouvrir partiellement. Et je vais essayer pour chacune de ces périodes de dégager une tendance particulièrement marquante et particulièrement saillante quant à l'habitabilité. Je propose d'abord de regarder une période qui pourrait caractériser une forme d'habitabilité universelle, qui est comme une évidence. C'est la deuxième partie du XIXe siècle, avec 2 conceptions qui vont plus ou moins cohabiter, même si elles ne sont pas nécessairement compatibles dans l'esprit de certaines personnes, qui sont tout d'abord la pluralité des mondes, et tout à l'heure, on verra la panspermie. Alors la pluralité des mondes, je n'insisterai pas, c'est un des thèmes de prédilection de Florence, et elle en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, mais on sait que de nombreux auteurs, depuis un certain nombre de siècles, sont partisans de l'idée de monde pluriel, et je peux illustrer simplement cette question ce matin ici, avec autour des textes de l'astronome, grand vulgarisateur de sciences et d'astronomie que vous connaissez tous, Camille Flammarion, qui, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, a publié de nombreux livres qui évoquent cette pluralité des mondes et qui même sont tout à fait consacrés à cette question de la pluralité des mondes. L'un d'entre eux, d'ailleurs, s'intitule « La pluralité des mondes habités » en 1872. Et Flammarion, dans ses ouvrages, n'hésite pas à décrire la vie sur les autres planètes. Vous avez ici une image de la vie sur Vénus. Donc, des textes qui sont des textes de diffusion de l'astronomie, de description des planètes, et qui contiennent un grand nombre de notions de biologie de l'évolution, et qui présentent l'évolution de la vie sur les différentes planètes. Flammarion, pour ceux que l'histoire et l'épistémologie de la biologie intéresse, mobilise en fait des conceptions de l'évolution qui sont des conceptions lamarckiennes, et en quelque sorte, il applique les principes néo-lamarckiens à cette description de l'évolution sur ces différentes planètes, considérant que des milieux qui sont comparables au milieu terrestre, à des variations près de température, de pression, etc., font que la vie évolue de manière à peu près équivalente à son évolution sur la Terre, mais avec un certain nombre de différences qui caractérisent donc chaque planète, c'est-à-dire que c'est vraiment les effets du milieu qui contraignent la vie à aller dans une certaine direction. Bien, la panspermie. Je ne vais pas vous dresser ce matin une histoire de la panspermie, juste je rappellerai que cette théorie, cette conception de l'origine de la vie sur la Terre
connaît un regain à partir de 1871 lors d'une conférence de Lord Thomson, de Lord Kelvin, qui n'est autre que Thomson, donc le physicien, lors d'un des congrès de la Société britannique pour l'avancement des sciences, dans laquelle il s'oppose à Darwin, et il suggère que la vie a été ensemencée sur la Terre par des germes parvenus jusque-là par des météorites. En fait, il n'acceptait pas l'idée d'évolution et il entrait en discussion avec Darwin en prétextant que le temps que Darwin attribuait à l'évolution n'avait pas pu exister puisque pour Thomson, la durée d'existence de la Terre était beaucoup plus courte que ça. Je donnerai simplement un exemple tiré d'un ouvrage de botanique, d'un botaniste français, Philippe Van Thieghem, qui est donc panspermiste. Il est, lui, évolutionniste, il est même darwinien. Vous voyez que les choses sont compliquées dans cette fin de 19e siècle, très compliquées. Et donc, Philippe Van Thieghem écrit « La végétation de la Terre n'est qu'une très petite partie de la végétation de l'univers. Une fois apte à la vie végétale, elle s'est peuplée de plantes, comme se peuple encore aujourd'hui une île émergée ou un rocher éboulé par l'apport de germes venus de leur voisinage. La seule objection qu'on puisse faire est le prétendu isolement matériel de la Terre dans l'espace, mais tout le monde n'admet pas cet isolement. La chute des météorites est là d'ailleurs pour le démentir. Il aurait suffi qu'une fois, ou un petit nombre de fois, quelques germes enfermés dans un météorite ou apportés par un tout autre moyen parvinssent au globe terrestre après son refroidissement. La Terre, une fois ensemencée, tout se serait développé à partir des germes positifs, etc. etc. Donc, cette panspermie considère bien que la vie est universelle en définitive, et les théories sur la panspermie à la fin du 19e siècle considèrent que la vie est éternelle, comme la matière, que la vie est universelle. Donc la question de l'habitabilité dans ce contexte-là, évidemment, ne se pose pas. L'habitabilité, c'est une évidence universelle. Bien. Pour en conclure avec cette question de la panspermie, j'insisterai juste sur le fait qu'en 1910, c'est un jeune biologiste français qui s'appelait Paul Becquerel, qui dans un certain nombre de travaux qui portent sur la résistance notamment des spores et des graines, qu'il expose à différentes conditions drastiques qui pourraient être celles de l'espace, notamment à un moment donné il réalise des expériences d'exposition à des rayonnements ultraviolets. Eh bien, il montre que ces formes de résistance ne résistent pas justement au rayonnement ultraviolet, et ça, selon lui, cette observation permet de conclure que la panspermie n'est pas une hypothèse recevable et qu'on peut, disons, abandonner ces conceptions. De fait, cette date de 1910 correspond au moment où les thèses sur la panspermie sont largement abandonnées et déclinent de manière tout à fait remarquable au sein de la communauté des biologistes, astronomes, etc., qui s'intéressaient à cette question. Mais les travaux de Becquerel sont intéressants parce qu'ils se focalisent sur les conditions dans lesquelles la vie peut exister, et c'est tout à fait ce qui va constituer le centre de la deuxième partie de cette introduction. Dans un deuxième temps, il me semble que la réflexion sur les origines de la vie se centre pendant plusieurs décennies principalement, je ne dis pas que tous les scientifiques sont centrés sur la question de la Terre, mais se centre très largement sur la Terre. Donc la vie sur la Terre est évidemment une référence, et la réflexion se structure autour de cette référence. Les choses commencent aussi dans la deuxième partie du 19e siècle, ou du moins on peut faire commencer cette histoire dans la deuxième partie du 19e siècle. Et je voudrais attirer votre attention sur cette citation très célèbre de Darwin, qui n'est pas une citation publiée, c'est
donc une citation qui d'une certaine façon n'a pas marqué son temps. En cela, elle est un petit peu ahistorique, mais néanmoins, elle révèle la conception de Darwin, et c'est toujours intéressant de savoir ce que Darwin avait derrière la tête. Donc c'est une lettre qu'il écrit en 1871 à son collègue le botaniste Hooker, donc juste au même moment, ou au moment précis où Thomson, je vous le disais tout à l'heure, vient s'opposer à sa théorie de l'évolution. Et Darwin écrit donc: on dit souvent que les conditions nécessaires à l'apparition des premiers organismes vivants sont réunies à présent et qu'elles l'ont toujours été. Mais si, et quel grand si! On peut imaginer que dans quelques mares chaudes contenant toutes sortes de sels ammoniaco et phosphoriques, en présence de chaleur, de lumière et d'électricité, etc., il avait pu se former chimiquement un composé protéique capable de subir des modifications complexes. Un tel composé serait de nos jours dévoré ou absorbé, ce qui n'a pu être le cas avant la formation des êtres vivants. Donc, dans ce court passage, dans cette phrase en fait, Darwin indique qu'il peut exister des conditions précises et qu'il a existé des conditions précises sur la Terre dans lesquelles la matière a pu évoluer et donner de la matière complexe pouvant constituer des êtres vivants. Donc il explique en quelque sorte, très succinctement, il indique le scénario qui a pu se dérouler au commencement de la vie. Mais chose très importante, il indique également que si ces transformations ont lieu aujourd'hui dans le même type de milieu, eh bien la matière organique qui va être synthétisée, la matière complexe qui va être synthétisée, va être immédiatement consommée par des êtres vivants présents dans la nature. En d'autres termes, la présence de vie sur la Terre, à l'époque où Darwin conçoit cette proposition, et donc évidemment encore aujourd'hui, eh bien la présence de vie sur la Terre empêche la réapparition de la vie sur la Terre. Ça fait de l'apparition de la vie sur la Terre un événement unique. En d'autres termes, la Terre s'est trouvée à un moment donné, si on veut, un peu rétrospectivement utiliser ce concept d'habitabilité vers lequel je vais, eh bien, la Terre s'est trouvée dans ces conditions d'habitabilité. Elle est évidemment toujours habitée aujourd'hui, mais les conditions d'émergence de la vie, d'une certaine façon, ont disparu, puisqu'il y a un élément particulier en plus qui est précisément la vie, qui empêche la vie de réapparaître. Donc vous voyez une citation en fait extrêmement riche et tout à fait intéressante. En tout cas, c'est une citation qui nous montre aussi que vers cette époque, on s'intéresse à cette question de l'évolution de la matière. Certains vont parler d'abiogénèse évolutive, c'est-à-dire cette transformation de la matière intégrée dans un processus évolutif de très longue durée qui fait en quelque sorte le trait d'union entre l'évolution de la Terre et l'évolution des êtres vivants. Je ne vais pas insister sur tout le début de toute la première moitié en fait du XXe siècle, qui est marquée par l'élaboration d'un certain nombre de grandes hypothèses, de grands textes qui vont constituer des réflexions très très larges sur les origines de la vie. J'ai mis là pour marquer les esprits des images de Holden et Oparin, puisque vous savez qu'ils ont formulé des propositions dès les années 20 qui sont tout à fait intéressantes en termes de description des phénomènes évolutifs de la matière. Et Oparin, en 1937, avait écrit un livre qui a beaucoup compté au milieu du siècle. Il l'a publié en 1937 et en 1938 en anglais. Ce qui caractérise ces grandes propositions, c'est qu'il y a un effort de description des conditions qui régnaient sur la Terre, des conditions primitives qui régnaient sur la Terre au moment où la vie a émergé. C'est-à-dire que je disais que cette période est centrée sur la Terre, c'est la Terre comme exemple, c'est la Terre comme objet d'étude, et ces travaux consistent vraiment en des descriptions extrêmement précises de tous les aspects des conditions, et ces descriptions utilisent des données de planétologie comparée, de géologie, de géochimie, de biochimie, etc.
Bien, évidemment, le milieu du siècle, c'est aussi le début des années 50, 1952, l'expérience de Kelvin, je ne reviendrai pas, mais j'en parle pour lui faire justice. Et puis, l'expérience de Miller et Urey, 1953. En tout cas, ces expériences fondent la chimie prébiotique. C'est-à-dire que des règles du jeu sont posées dans le cadre de ces synthèses chimiques. Ces règles du jeu, c'est le fait de respecter des conditions expérimentales qui sont établies en fonction de ce qu'on croit savoir, de ce qu'on sait à l'époque sur les conditions primitives régnant sur la Terre à l'époque où l'on imagine que ce processus a eu lieu. Donc tout ça consiste à prendre en compte les conditions d'habitabilité de la Terre au moment où ces processus qu'on essaie de décrire rétrospectivement ont existé. Bien, et désolé, la diapo est peut-être un petit peu floue. Toutes ces expérimentations, donc le cadre qui est au milieu de la diapositive, toutes ces expérimentations qui consistent en une sorte de tentative de reconstruction des étapes du vivant, eh bien, sont au centre d'un espace interdisciplinaire tout à fait remarquable. Les conditions sont décrites à partir des sciences de la Terre, de la planétologie comparée. Donc là, on décrit les conditions primitives, les conditions d'habitabilité finalement, et puis des jalons sont posés par rapport à ce qu'on sait de la vie actuelle, grâce à la biochimie, la biologie moléculaire, à partir des années 50-60. Et puis évidemment, il y a des jalons qui sont extrêmement importants, qui sont les microfossiles, et qui posent les dates ultimes auxquelles il faut qu'il faut respecter dans la conception de ces scénarios, puisque eh bien, ces scénarios doivent permettre d'expliquer comment, à la date donnée, à laquelle apparaissent ces structures un petit peu complexes. Alors, le troisième temps de cette histoire, eh bien, c'est une sorte de retour vers l'extérieur, si j'ose dire, hors de la Terre. Et là, hors de la Terre, quelles sont les zones d'habitabilité? Bon, je dirais qu'il y a une sorte, il me semble, dans les années 60, fin des années 50, début des années 60, de regain d'une conception de l'ubiquité de la vie dans l'univers. C'est-à-dire que cette idée qui n'a jamais été absente de l'esprit de nombreux scientifiques, c'est-à-dire pratiquement toute la communauté des chercheurs qui travaillent dans le domaine des origines de la vie dans les années 50, qui sont actifs autour de la chimie prébiotique, sont pratiquement tous convaincus qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Mais des questionnements ou des apports concrets vont faire que la réflexion va être stimulé à une échelle de plus en plus grande. Je prendrai plusieurs exemples. Un premier qui est assez circonscrit, vous allez voir, mais qui est très significatif. En 1968 est créé l'ISOL, l'International Society for the Study of the Origin of Life, et immédiatement, dans le même temps, est créée une revue qui s'appelle Space Life Science. Au début des années 70, elle va changer de nom, elle s'appelait Origins of Life. Et cette revue, lors de sa création, n'est pas consacrée uniquement à la question des origines de la vie. Vous y trouvez aussi des articles de médecine spatiale, etc. Et dans l'éditorial du premier numéro, on insiste sur le fait que connaître les origines de la vie, comprendre les origines de la vie sur la Terre est une question extrêmement importante parce que cela peut permettre de se préparer à la rencontre de germes vivant dans l'espace. Et la question est particulièrement saillante à l'époque, puisqu'évidemment, on se prépare à aller sur la Lune et évidemment, il y a quelque chose de symbolique à ce que l'homme aille sur la Lune, donc sur la Lune et peut-être ailleurs ensuite, et que risque-t-on de ramener comme germe de ces voyages. Et vous vous souvenez évidemment tous des périodes de quarantaine que subissaient les astronautes, pas uniquement pour ces raisons-là, mais lors de leur retour de ces vols. Bien, donc une précaution qui
qui revient au premier plan et qui montre que l'on est parfaitement conscient de la possibilité de la vie ailleurs. Là, on est à l'échelle, dans un premier temps, de la Lune. Évidemment, dans un deuxième temps, c'est le développement de toutes les missions spatiales, de tous ces instruments de mesure qui ont arpenté le système solaire et qui ont stimulé la réflexion sur les conditions d'émergence de la vie dans différentes conditions. Et même si on est conscient de la très faible probabilité de trouver de la vie dans le système solaire, au demeurant, il y a une réflexion sur les origines de la vie qui est stimulée par ces missions. Et évidemment, c'est une réflexion sur l'habitabilité de ces différents emplacements. Et puis, depuis le début des années 90, évidemment, des faits extrêmement stimulants, la découverte des exoplanètes. Et là, on change encore d'échelle, et c'est une réflexion qui, de nouveau, s'universalise. Alors, je me référerai ici à l'encyclopédie of Astrobiology qui a été éditée récemment chez Springer par Muriel Gargaud et peut regarder de manière intéressante c'est la présence du terme habitability dans cet ouvrage. Le terme habitability ne fait pas l'objet d'une simple définition. Ça ne serait pas d'ailleurs tout à fait judicieux, mais on voit qu'il est décliné dans tous les domaines avec lesquels il se trouve connecté, dans lesquels le concept se trouve opératoire, et beaucoup de termes, beaucoup de contextes astronomiques qui permettent de décrire les conditions d'habitabilité. Et puis on retombe sur le mot habitable, c'est-à-dire le mot dont a dérivé finalement le mot habitabilité, avec un concept qui me semble tout à fait intéressant, qui est le concept de zone habitable. Alors, dans un autre ouvrage, on trouve cette définition. Donc, la zone habitable, c'est la zone autour d'une étoile où des conditions physiques de température, la présence de l'eau liquide, etc., sur une orbite donnée, sont favorables à l'apparition de la vie, au développement d'une vie comparable à la vie terrestre. C'est évidemment extrêmement important, et on voit à ce moment-là comment les conditions de la Terre et la vie terrestre restent une référence dans toute cette réflexion. Donc, l'habitabilité est au cœur de discussions qui porte sur les conditions permettant l'émergence de la vie terrestre, donc une vie basée sur le carbone. La relation entre le Soleil et la Terre constitue le cas de zones habitables, par définition, et donc deviennent une référence. Et de cette façon, et là c'est une approche, disons, plus épistémologique un cadre que je vous propose, et puis on le testera pendant la journée, eh bien ce concept d'habitabilité structure une démarche comparative entre la Terre et d'autres zones de l'univers. Donc on pourrait poser dans un premier temps que le concept d'habitabilité permet d'envisager une approche que je vais qualifier, parce que je voudrais trouver un mot pour le distinguer d'un autre type d'approche, de systématique, dans la mesure où il va permettre le repérage de zones qui présentent des conditions analogues à celles de la Terre et des zones dans lesquelles la vie serait possiblement présente. Bien. Alors, je pense qu'il y a une autre tendance que l'on peut peut-être repérer, et je remercie Iris Freyd, dans un de ses ouvrages, d'avoir attiré mon attention sur ce texte, cet article de Carl Sagan et de ses collaborateurs, qui en fait restitue des mesures, ça date de 1993,
C'est un article qui tire les conclusions d'un certain nombre de mesures réalisées par Galiléo. Et en fait, la question, c'était est-ce qu'on peut, en observant la Terre de l'espace, repérer des traits qui permettent de tirer la conclusion que la vie est présente sur la Terre. Et de fait, ils ont, à partir d'un certain nombre de mesures, montré que la vie... Ils ont montré qu'on pouvait montrer que la vie était présente sur la Terre et également en analysant certaines émissions radio dans des longueurs d'onde caractéristiques, suggérer qu'il y avait une activité intelligente. C'est un petit peu emblématique comme travail, mais vous savez que, évidemment, on est à la recherche de signes, d'indicateurs de vie dans un certain nombre de lieux. Et je pense que le concept d'habitabilité est évidemment tout à fait lié à ce type de démarche et à ce type de recherche. Et là, on serait plutôt dans une approche que je qualifierais d'observationnelle, c'est-à-dire de repérage en des points précis des caractéristiques qui permettent de supposer que la vie est présente. Donc, pour conclure cette introduction, je retiendrai ces deux caractéristiques du concept d'habitabilité qui, dès lors, me semble en fait doublement opératoire. Donc, un mode systématique basé sur la description des conditions de la vie dans le cas de la Terre et donc le repérage de zones analogues, et puis un mode plus observationnel, peut-être celui qui est à l'œuvre aujourd'hui sur Mars avec Curiosity, consiste à repérer des signes qui permettent de supposer la présence de la vie ou au moins de conditions relatives à l'émergence de la vie. Et ça m'incite, pour terminer, à insister sur le fait que le concept d'habitabilité contient implicitement une dimension historique qu'il faut, il me semble, souligner. Parce qu'on peut s'interroger sur l'habitabilité passée d'un lieu, son habitabilité présente et évidemment également son habitabilité future. Et ceci est toujours relié à un questionnement sur la possibilité des origines de la vie dans un lieu donné. Et précisément, Curiosity est engagé dans ce type de questionnement, puisque la question est de savoir si la vie a émergé, mais aussi si la vie aurait pu finalement émerger sur Mars. Donc ne pas perdre de vue que tous ces questionnements sont des questionnements qui sont caractéristiques d'une science qui est aussi une science historique. Je vous remercie.